Alors bonjour Alexandra D'Imperio. Bonjour. Alors, tu es médiatrice scientifique, fondatrice du média alternatif Le Troisième Baobab. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus pour les internautes? Alors j'ai 27 ans, je fais de la médiation scientifique. C'est une forme de communication des sciences à destination du grand public. Le but c'est de parler des sciences et de leurs implications dans la société. Comme je m'intéressais en particulier à l'écologie, j'ai créé le blog Le Troisième Baobab. Alors au début ça parlait pas que d'écologie et puis finalement je me suis beaucoup plus recentrée sur les enjeux écologiques et leurs liens avec la société. Et aujourd'hui sur le blog je publie des articles et bientôt normalement des podcasts. D'accord, bah, super intéressant ça. Ok, bon, on mettra le lien de ton média en dessous de la vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va parler de science, de scientisme, d'écologie aussi. Et du coup, la première question que je voudrais te poser, c'est parce que certains parlent qu'il y aurait de plus en plus de scientistes dans la communauté scientifique. S'agit-il d'un mythe? D'une réalité, comment toi tu vois ça? Alors je ne saurais pas dire s'il y en a de plus en plus, en tout cas il y en a. Évidemment tous les scientifiques ne sont pas forcément scientistes. La différence c'est qu'un scientiste, et le scientisme en fait c'est une façon de penser où on considère que la science nous permet de comprendre toute la réalité et que c'est la seule manière valable de comprendre le monde et qu'en plus cette science quelque part doit nous dicter nos conduites et nos décisions politiques et que c'est la seule raison valable de prendre certaines décisions politiques, que certaines décisions qu'on doit prendre doivent se baser sur la méthode scientifique. La différence, c'est qu'un scientifique, lui, il va produire de la connaissance, etc., il ne considère pas forcément que la connaissance qu'il produit doit être la seule méthode pour décider ce qu'on doit faire dans la société, dans la politique, etc. Le scientisme, c'est donc pas juste croire en la science plutôt qu'en Dieu, c'est une idéologie, c'est un projet de société qui vise à appliquer à la société et à toutes les questions que se posent les humains la méthode scientifique et les réponses scientifiques qu'apporte la science. Et du coup, ces concepts considèrent grosso modo que la science montre la réalité des choses. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport à ça ou, Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont scientistes sans avoir étudié l'épistémologie et la philosophie des sciences et qui n'ont pas non plus étudié les limites de ce qu'est la science ou même la définition même de la science, puisque la science, on peut lui donner plein de définitions différentes. La science, ça peut être la méthode scientifique, tout simplement. Ça peut être les connaissances produites grâce à la méthode scientifique. Ça peut être le monde humain qui constitue les laboratoires, les institutions scientifiques, etc. Donc, quand on parle de la science, déjà, ça dépend de quoi on parle. Et le scientisme, en fait, je pense que ça découle d'une vision philosophique où on a placé tellement d'espoir dans la science c'est formidable, hein, mais on a placé tellement d'espoir qu'on pense que cette méthode-là, que cette façon de comprendre le monde est la seule valable. Moi, je ne suis pas spécialement spirituelle, je ne crois pas en Dieu, je n'ai pas de quête spirituelle particulière. Mais j'estime que les gens qui ont des quêtes spirituelles ne doivent pas forcément les écarter sous prétexte que ça n'a aucun sens dans le monde d'aujourd'hui où tout devrait s'appuyer sur de la science pure et dure. Et je me souviens plus de la question. C'était les causes du réalisme. Non, oui. Les fondements philosophiques du scientisme. Oui. Ouais, en fait, le scientisme aussi, je pense, c'est construit en opposition à tous les systèmes de croyances, les systèmes religieux, où on s'est dit ça, on met de côté, ça c'était l'ancien temps, ça c'était de l'obscurantisme. Maintenant, grâce à la science, on va acquérir un nouveau niveau de connaissances, de nouvelles méthodes pour acquérir ces connaissances-là. Et il faut tout jeter, tout ce qu'on avait vu avant, il faut tout jeter. Et cette nouvelle méthode-là sera la seule valable.
Et c'est là pour moi qu'il y a une petite nuance qui peut être pernicieuse, c'est que la science c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement utile pour comprendre le monde, mais là où on tombe dans l'idéologie, c'est quand on pense que c'est la seule possible pour comprendre le monde et qu'on ne doit même pas considérer une seule seconde qu'il puisse y en avoir d'autres, ou qu'on ne veut pas considérer une seule seconde que cette méthode puisse avoir des défauts ou des failles. Et c'est là que s'engouffre le scientisme, c'est quand on ne remet pas en cause la capacité de la science à expliquer le monde dans son entièreté, et quand on considère que la science doit dicter absolument tous nos choix et toutes nos décisions, sans considérer qu'on puisse avoir d'autres méthodes d'analyse du monde ou d'autres méthodes de décision, de prise de décision qui se baseraient sur de l'éthique, sur des quêtes spirituelles, j'en sais rien. Je parle de spiritualité là parce que c'est un exemple, mais parce que je sais aussi que ça parle beaucoup aux gens. Moi, voilà, comme je disais, je ne suis pas spécialement spirituelle, mais je pense que les gens qui ont des quêtes de sens, notamment spirituelles, on ne doit pas balayer leurs questions comme ça du revers de la main en disant « c'est pas scientifique, ça n'a pas lieu d'être ». De toute façon, ils se les poseront quand même, ces questions-là. Et c'est des questions justement auxquelles la science n'apporte pas de réponse, c'est souvent des questions métaphysiques. Et c'est un autre niveau de réflexion qu'il faut avoir. Et la science, parfois, n'apporte pas toutes les réponses. Et est-ce que la démarche d'un scientiste qui est censé s'opposer aux démarches de croyance, par exemple religieuses ou ésotériques, etc., est-ce que cette démarche-là ne peut pas elle-même être considérée comme une autre forme de croyance ? Bah, oui, le fait de croire que la science est le seul moyen valable de comprendre le monde et la seule méthode acceptable pour prendre des décisions, c'est une croyance. Je ne vois pas comment on pourrait prouver que la science est la seule manière valable de comprendre le monde. Et moi, je crois que la science est extrêmement importante, mais il ne faudrait pas se limiter aussi dans cette croyance-là, parce que déjà, dans l'histoire, à plusieurs moments de l'histoire, un certain nombre de fois dans l'histoire, on a cru avoir trouvé le moyen qui permet d'expliquer le monde entier. Ça pouvait être par de la religion, etc. Et à chaque fois, on était persuadé d'avoir raison. On était persuadé que c'était ça la vérité. Et à chaque fois, il y a eu, par exemple, des petites révolutions scientifiques ou même des grandes révolutions scientifiques qui ont complètement remis en question ce qu'on pensait avant. Et il faut rester humble parce qu'aujourd'hui, même si on est sûr de certaines de nos connaissances scientifiques, même si on a certaines certitudes, c'est pas dit que demain, on va pas complètement les remettre en question. C'est pas dit que demain, on trouvera pas un tout nouveau système de pensée, un système de recherche qui va faire vaciller nos croyances actuelles en la science. Et du coup, quid de l'objectivité scientifique ? Alors, l'objectivité scientifique, c'est quelque chose de très important dans la science. C'est un objectif qui est très très important et c'est même le cœur de la méthode scientifique. Par contre, il faut bien garder en tête que c'est un idéal. Ce n'est pas un objectif qu'on peut atteindre justement de manière objective. C'est un idéal, c'est quelque chose vers lequel on ne peut que tendre. Et quand on fait de la science, en sciences humaines et sociales, on a en général une forte conscience de ça, mais c'est aussi très important d'en avoir conscience dans les sciences plus naturelles, les sciences dures, etc., que l'objectivité, on ne peut jamais être sûr de l'avoir atteinte. On peut limiter notre subjectivité, mais on ne peut jamais être absolument sûr d'avoir atteint l'objectivité. Pour être sûr d'atteindre l'objectivité, il faudrait être conscient des choses qu'on ne connaît pas. Alors oui, et c'est ça en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait encore de la science, c'est parce qu'il y a aussi énormément de choses qu'on ne connaît pas. Il faut être conscient de notre ignorance, conscient que ce qu'on pense aujourd'hui dépend des croyances ou des connaissances qu'on a, mais qu'il y a énormément de connaissances justement dont on n'a pas connaissance, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, et donc quand on pense être objectif, quand on interprète un résultat, etc., c'est en fonction d'informations qui sont quand même partielles. Ça dépend des hypothèses qu'on a, ça dépend des théories scientifiques qu'on connaît déjà, et on ne peut pas avoir connaissance de tout. Quelque part, il faudrait avoir connaissance d'absolument tout, être complètement omniscient, et en plus de ne pas avoir de subjectivité, il faudrait être complètement omniscient pour pouvoir être absolument objectif.
Et dans les sciences, je pense que parfois aussi dans le mouvement scientiste, il y a ce problème-là où on croit qu'on sait tout et que la science nous a tout expliqué sur un sujet et qu'on peut prendre une décision de manière absolument claire et sans remise en question possible parce que la science l'a dit, sauf que la science continue d'évoluer, on continue d'avoir de nouvelles connaissances, nous ne savons pas tout et c'est pour ça que nous continuons de faire de la recherche scientifique et il faut garder en tête que nous sommes ignorants sur tout un tas de sujets encore. Pourquoi la neutralité d'un scientifique semble être recommandée plus qu'un positionnement clair sur je sais pas, des sujets d'ordre politique ou écologique. Pourquoi on considère qu'un scientifique doit être absolument neutre dans sa manière de... Dans la méthode scientifique, la manière de faire de la recherche, il faut effectivement être le plus neutre possible parce que c'est comme ça qu'on produit de la connaissance qui est peut-être la plus vraie possible. Maintenant, la plus neutre. Justement, comme on veut qu'elle soit vraie, on essaie de faire en sorte qu'elle soit neutre, mais justement après on peut se demander qu'est-ce que la vérité. Donc là on part aussi sur d'autres niveaux. Mais donc la neutralité c'est un point central, comme on disait, l'objectivité de la méthode scientifique. Ça ne veut pas dire qu'elle soit atteignable, mais c'est un idéal qu'il faut quand même maintenir, tout en étant conscient de ses limites. Et au-delà de ça, je pense que la neutralité, ou en tout cas la recherche de neutralité, la recherche d'objectivité est très importante quand on produit de la recherche scientifique. Maintenant, on produit cette recherche-là dans un monde qui n'est pas neutre. Et les résultats de nos recherches scientifiques n'auront pas des conséquences neutres sur le monde qui nous entoure. Donc il faut aussi accepter qu'une fois qu'on a écrit notre article scientifique, il va sortir dans un monde qui n'est absolument pas neutre et que ces résultats-là seront interprétés par tout un tas de gens qui n'ont pas du tout cette neutralité-là et qui ne cherchent pas à être neutres. Et parce qu'il va falloir prendre des décisions politiques, par exemple, sur des sujets qui sont au cœur de controverses. Je pense que les scientifiques sont en droit de se positionner d'un point de vue politique, et c'est là que c'est un numéro d'équilibriste, parce que dans leur recherche, ils doivent être les plus neutres possibles, mais pour moi, ça ne devrait surtout pas les empêcher d'exprimer un avis non neutre, politiquement, éthiquement, etc., qui permet aussi d'éclairer le débat et d'apporter certaines réflexions pertinentes aux citoyens qui parfois ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants du sujet. C'est-à-dire quelle est la limite entre la neutralité par rapport à ses travaux et la société dans laquelle il va vivre? Quelle est la limite qu'il doit respecter, quoi? Ça, je pense que c'est très très compliqué. Si on pouvait trouver justement une limite claire à chaque fois, ce serait presque facile. Maintenant, je pense que ça dépend aussi de l'éthique de chaque scientifique, des enjeux soulevés par chaque recherche scientifique. Quand on fait de la recherche en laboratoire, il faut toujours chercher à être neutre et aussi objectif que possible. Et il faut bien faire la différence entre le contexte de la recherche en laboratoire, en institution, etc. et le contexte d'un discours quand il va être fait dans des médias ou auprès de journalistes ou sur des blogs, etc. où là, le scientifique n'est plus forcément tenu d'être absolument neutre et objectif puisqu'il s'insère vraiment là dans l'arène politique, s'il donne son avis et qu'il vulgarise son sujet de recherche pour des citoyens, etc. Là, pour moi, le scientifique n'est pas tenu absolument à la neutralité. Après, une autre question encore, c'est la question des conflits d'intérêts. Si le scientifique est absolument et vraiment pas neutre au point d'avoir fait des partenariats financiers de recherche, etc., avec des institutions qui ont des intérêts particuliers, là, la moindre des choses, et c'est dans les chartes d'éthique maintenant, c'est de le dire. C'est de dire, voilà, j'ai un partenariat avec telle entreprise, voilà. Et je pense que on ne peut pas empêcher les scientifiques d'avoir ce genre de partenariat, mais il faut qu'ils soient clairs là-dessus et que quand ils parlent, toujours bien énoncer leur lien d'affiliation pour qu'on sache dans quel contexte, justement, le scientifique fait ce discours-là. D'accord. Du coup, comme tout à l'heure, on parlait de neutralité et de subjectivité et on parlait peut-être d'engagement aussi politique de la part de certains scientifiques.
Et que d'un côté, il y a des gens qui portent certaines critiques envers les notions de progrès scientifique et de progrès technique, comment on articule ça? C'est-à-dire comment on pense aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, les notions de progrès scientifique, de progrès technique, est-ce qu'on doit s'y plier? Est-ce que les scientifiques doivent accepter cette idée comme étant naturelle et normale? Est-ce qu'ils doivent avoir un point de vue critique vis-à-vis de ça? C'est-à-dire au cas par cas, regarder est-ce que ça c'est un vrai progrès ou est-ce qu'au final ce progrès-là va nous causer plus d'ennuis qu'autre chose? Donc là c'est peut-être des questions liées à l'éthique. Comment on se positionne aujourd'hui face à ça? Je pense que c'est important, quand on réfléchit à cette notion de progrès, de réfléchir à la notion de progrès déjà scientifique, par exemple, grosso modo dans les sciences approfondies. Est-ce que le progrès, c'est juste apporter d'autres connaissances pour juste comprendre le monde et dire que comme on comprend mieux le monde, c'est cool et stop, on s'arrête là et c'est juste cool. Après, il y a le progrès peut-être technologique, où là, on cherche justement à produire via l'ingénierie, etc., des nouveaux objets ou des nouvelles manières de faire qui, elles, vont changer le monde. Donc, leur but, c'est vraiment d'apporter un changement social, un changement politique, un changement dans la vie quotidienne ou dans l'industrie, etc. Donc là, c'est plus vraiment un progrès en tout cas ancré dans la société. Et puis toutes les questions de progrès social, ça où là c'est aussi très très subjectif. Le progrès, en fait, je pense qu'il faut vraiment le décomposer en plusieurs sortes de progrès. Et de toute façon, la notion même de progrès, c'est extrêmement subjectif. Même, on le voit tous les jours dans l'arène politique, quand un président ou un gouvernement propose une loi, pour certains, ça va être considéré comme un progrès, pour d'autres comme une régression. Et ça dépend complètement des points de vue. On ne peut pas dire objectivement ceci est un progrès, ceci ne l'est pas. Alors après, il y a des valeurs qui font beaucoup plus consensus que d'autres. Par exemple, le recul de la mortalité infantile grâce au vaccin, par exemple, on peut dire que c'est un progrès parce que nos valeurs, les choses qui font consensus auprès de la plus grande majorité de la population, c'est que les jeunes enfants doivent vivre, parce qu'on pourrait aussi considérer que les jeunes enfants non vaccinés on devrait juste les laisser mourir. Mais on considère quand même globalement qu'il faut donner le plus de chances possibles aux enfants de vivre, donc que vacciner, c'est une bonne chose. Mais c'est déjà subjectif de dire ça. Mais quand le progrès scientifique permet de construire des bombes atomiques, permet de construire des choses qui peuvent aussi bien effectivement sauver des millions de personnes ou détruire des millions de vies ou des écosystèmes, etc. Est-ce que la notion même de progrès a une limite? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une certaine limite à ne pas dépasser? C'est déjà la notion même de progrès qu'il faut interroger. Qu'est-ce qui est un progrès, qu'est-ce qui n'en est pas? Est-ce qu'un progrès pour certains peut être aussi une détérioration de la qualité de vie pour d'autres? Par exemple, les voitures électriques, ça peut être un progrès pour les personnes qui vivent dans des grandes agglomérations du monde développé, mais ce n'est pas un progrès pour les personnes qui vivent à côté des centrales à charbon qui vont permettre de produire cette électricité-là. Pour ce qui est des armes nucléaires, du nucléaire, des armes utilisées dans les guerres récemment, etc., on ne peut pas considérer que ce soit un progrès social particulièrement, non. Peut-être que c'est un progrès technologique, si vraiment on décide de mettre notre éthique de côté et de considérer qu'on a construit des nouveaux objets qu'on pensait pas possible avant, mais progrès technologique peut-être, mais progrès social certainement pas, non. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement subjectif. Et si la science a permis de produire des armes comme celle-ci, c'est
Notamment parce que quand on a fait des expériences pour produire ces armes, on les a construites grâce à la méthode scientifique. On a réussi, grâce à nos connaissances scientifiques, à construire ces armes-là dans un monde scientifique qui se veut neutre, etc. Mais le monde politique dans lequel on vit n'est pas neutre. Donc même si ces armes-là ont fait l'objet de recherches scientifiques neutres du point de vue des équations mathématiques, etc., et que ça représentait un progrès technologique de ce point de vue-là, c'était absolument pas un progrès social de faire exploser des bombes nucléaires sur des gens qui n'avaient rien demandé, qui étaient profondément innocents. Et c'est pas parce que pour certaines personnes dans le monde scientifique, ça peut représenter un progrès intellectuel parce que ça les fait vibrer, parce que c'est un défi intellectuel, etc., que c'est un progrès pour l'humanité tout entière. Les rapports entre la science et le pouvoir, la science et l'argent, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comme pour tout, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre. Il faut de l'argent pour financer des recherches scientifiques. Aujourd'hui, les institutions scientifiques, ne serait-ce que les institutions publiques en France, sont complètement dépendantes du contexte politique et économique. Il suffit d'un changement politique pour que les budgets soient alloués différemment et que des projets de recherche soient avortés ou ne puissent pas continuer. Aujourd'hui en France, par exemple, des grandes institutions de recherche sont complètement dépendantes des orientations données par les gouvernements et par les choix qui sont faits par les personnes qui attribuent les budgets. Si le meilleur moyen de tuer un programme de recherche, c'est de ne pas lui donner de financement. Il n'y a pas besoin d'aller détruire les laboratoires, d'y mettre le feu, etc. On arrête juste de donner de l'argent et le programme s'arrête. Là, par exemple, un événement qui m'avait pas mal marqué, je vivais en Île-de-France à ce moment-là, après l'élection de Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France. Et s'en est suivi une réduction des budgets et je crois qu'il y a quasiment plus aujourd'hui de recherche en Île-de-France financée par la région sur les questions de genre. Parce que Valérie Pécresse est issue du mouvement, du parti Les Républicains, plutôt conservateur, et le fait de décider de ne plus encourager les projets de recherche sur le genre à demander des financements, et à dire ouvertement qu'il ne souhaite plus spécialement les financer, ça coupe ça met en péril, ou en tout cas ça n'aide pas à faire progresser la recherche sur les questions de genre. Et voilà, il suffit d'un changement, même au niveau d'une région, pour que ça affecte les directions des recherches qui sont effectuées au sein de cette région-là. Donc en gros, ça voudrait dire que la science, d'une certaine manière, est dépendante du système économique. Complètement. Et donc aussi du système politique en place. Complètement. Mais même, on pourrait prendre l'exemple, par exemple, de certaines maladies rares pour lesquelles on pourrait faire de la recherche pharmaceutique pour trouver des médicaments pour soigner ces maladies rares, etc. Mais comme ces maladies ne concernent pas beaucoup de monde, les laboratoires pharmaceutiques considèrent qu'elles n'ont pas d'intérêt économique à mener ces recherches-là. Et en fait, c'est pas une question de savoir comment dire. Leur intérêt n'est pas de sauver une vie, ou voilà, c'est de se faire de l'argent. Et s'ils n'ont pas d'intérêt économique, s'ils pensent qu'ils ne pourront pas vendre assez de médicaments, ils n'ont aucune envie de faire des recherches sur ces maladies extrêmement rares. Et c'est ça qui est très difficile aussi pour ces personnes, pour les personnes qui sont atteintes de ces maladies-là, c'est qu'elles savent très bien qu'elles ne sont pas intéressantes d'un point de vue économique pour les laboratoires pharmaceutiques. Mais du coup, quand on analyse ça, on se rend très vite compte que, au final, juste le fait de favoriser certaines études par des financements pour certaines études en particulier, ou certains corps scientifiques, et d'en délaisser d'autres, c'est absolument pas neutre. Non, c'est un choix politique. Ça ne peut pas être neutre, c'est un choix politique. C'est un choix politique, à chaque fois, bien sûr. Même si on présente ça autrement, même si on dit que ça dépend de choix scientifiques ou je ne sais quoi. Non, c'est toujours politique. C'est toujours politique. Dire que, par exemple, pour la question du changement climatique, dire qu'on veut investir dans des hautes technologies et pas dans des recherches sur les changements politiques et sociaux qu'on pourrait mettre en place, c'est aussi politique.
Là, le changement climatique et la question environnementale, c'est assez révélateur à mon sens. C'est-à-dire que l'environnement, il y a des recherches dessus en sciences dures, donc en disant en sciences naturelles, en écologie, en biologie, etc. Mais il y a aussi des recherches dessus en sciences humaines et sociales. Et les sciences humaines et sociales ont mis à jour depuis très longtemps que les problèmes environnementaux qu'on connaît aujourd'hui sont extrêmement dépendants de nos systèmes politiques et de problèmes politiques, de problèmes sociaux. Mais aujourd'hui, on focalise l'attention des gens et un certain nombre de budgets sur des solutions technologiques aux problèmes environnementaux et pas sur la recherche de solutions politiques et sociales. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'impuissance des scientifiques, par exemple par rapport aux enjeux écologiques. Pourquoi cette impuissance ? Déjà, les scientifiques, c'est pas forcément les preneurs de décisions politiques. Eux, leur rôle, c'est d'informer, c'est de produire de la connaissance qui permettra ensuite à des décideurs de prendre des décisions éclairées. Le problème, c'est déjà, par exemple, dans les questions environnementales, c'est les connaissances scientifiques aujourd'hui sont dérangeantes. Quand on sait ce qui cause la 6e extinction de masse ou le changement climatique, c'est des choses qui peuvent potentiellement perturber de manière assez radicale l'économie mondiale. Alors, les décideurs politiques n'ont pas forcément envie d'entendre. Je pense que les décideurs politiques sont très très bien informés des avancées scientifiques, notamment sur le climat, surtout depuis la création du GIEC, donc le groupe intergouvernemental pour le climat, qui a beaucoup travaillé sur sa communication. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce que les scientifiques disent sur le climat. Il faut vraiment vivre au fond d'une grotte pour ignorer complètement que le changement climatique est une question qui se pose. Il faut être sinon climato-sceptique. Non, mais même pour être climato-sceptique, il faut être au courant qu'il y a une question sur le climat. Donc, sur le climat, les décideurs politiques sont extrêmement bien informés, mais ils n'ont pas envie d'écouter. Et le problème des scientifiques, mais c'est aussi pas leur métier, c'est qu'ils sont pas là pour prendre des décisions. Par contre, moi, ce que je pense qui est important, c'est que les scientifiques qui étudient ces questions-là, c'est extrêmement important qu'ils le fassent soit personnellement, soit qu'ils permettent à d'autres gens de le faire à leur place, de la vulgarisation et de la médiation scientifique. Parce que c'est ça qui permettra aux citoyens de s'emparer de ces questions-là, de les comprendre et par différentes actions d'obtenir des changements politiques. D'accord, donc il faut en quelque sorte que le scientifique soit à la fois chercheur et en même temps professeur pour le grand public. C'est une énorme responsabilité, ce que je dis là, ça fait peser sur eux une énorme responsabilité, mais dans certains domaines clés qui représentent des enjeux majeurs pour l'humanité au XXIe siècle, malheureusement pour ces pauvres scientifiques qui ont déjà beaucoup de choses à faire, je pense qu'en plus de la recherche, il faut faire énormément de vulgarisation scientifique et de médiation scientifique. La différence, c'est que la vulgarisation scientifique, on rend des connaissances scientifiques plus simples et plus digestes pour les gens. La médiation scientifique, ça met aussi ces connaissances scientifiques dans leur contexte social et politique. Et moi, je pense que, par exemple, pour le changement climatique, il faut faire de la vulgarisation scientifique pour que les gens comprennent les mécanismes scientifiques, mais il faut faire aussi de la médiation scientifique pour qu'ils replacent ça dans son contexte social et politique et pour aider les citoyens à comprendre les implications politiques du changement climatique et aussi le rôle de la politique dans le changement climatique. Si je comprends bien, la médiation scientifique, en fait, c'est une manière de faire des liens, en fait. Oui, c'est une manière de faire des liens. C'est une manière de faire des liens et c'est aussi, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur les différentes manières de comprendre le monde, que la science n'est pas forcément la seule, même si je considère que c'est une des meilleures, que ce n'est pas forcément la seule. La médiation scientifique, c'est aussi beaucoup écouter ce que les gens ont à dire, écouter leurs questionnements éthiques, les valeurs qu'ils ont, ou en tout cas, quand on a certains sujets controversés, ce que ça évoque en eux. Et parfois, leurs arguments ne sont pas scientifiques, mais ils valent quand même la peine d'être écoutés. Surtout, par exemple, aujourd'hui, comme les gens, en Europe, par exemple, en Europe occidentale, la religion a perdu beaucoup de terrain et les gens ressentent aujourd'hui une certaine quête de sens, un certain vide spirituel, ou en tout cas, ils ont une quête de sens.
et ils ne trouvent pas forcément le sens qu'ils cherchent, ils ne cherchent pas forcément les réponses dans la science. D'ailleurs, de toute façon, la science nous dit que la vie n'a pas forcément de sens, c'est du hasard, nous sommes là, c'est presque le fruit du pur hasard et de l'évolution. Alors si on cherche vraiment un sens, il faut le chercher ailleurs. Et la médiation scientifique permet aussi de réfléchir et de mettre en relation ce que la science dit et ce que les gens, les questions que les gens se posent, les idéaux que les gens ont, les valeurs qu'ils ont, et de mettre ça en relation et de ne pas s'arrêter à un débat sur la science pure, mais vraiment de faire dialoguer la science avec les autres enjeux de société, ou les enjeux spirituels, ou les enjeux éthiques, philosophiques, etc. Et pour la question du changement climatique ou les problèmes environnementaux, ça me paraît extrêmement important parce que, d'après ma compréhension des choses, les problèmes environnementaux ne pourront pas être réglés par uniquement des solutions technologiques. Il faudra absolument passer par des changements politiques, économiques, sociaux et même philosophiques, culturels, éthiques. Et c'est un changement global, en fait, à tout point de vue. Seul un changement global à tout point de vue nous permettra vraiment de nous en sortir, en tout cas face à ces enjeux environnementaux. Du coup, il faut que les scientifiques s'engagent politiquement. C'est ce que je pense. Ou en tout cas, ceux qui le peuvent, ceux qui le souhaitent, je pense qu'il ne faut plus qu'ils hésitent à le faire. Alors ça, encore une fois, ça dépend aussi des jugements éthiques que chacun peut faire, parce que certains peuvent se dire que leur place n'est pas dans l'arène politique et juste de faire des recherches, mais je pense qu'il faut qu'il y en ait, qui ait le courage d'y aller, qui ait le courage de parler des réflexions politiques que leur évoquent leurs recherches scientifiques, et que ces gens-là qui ont quand même des connaissances très poussées dans leur domaine puissent articuler un discours politique qui s'inspire de ces connaissances-là et puissent le transmettre aux citoyens, parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si les décideurs politiques qui sont déjà très informés, puisqu'ils sont déjà très informés et qu'ils ne prennent pas les décisions qu'il faudrait, puisque mine de rien, malgré l'accord de Paris sur le climat, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Donc on est extrêmement conscient du problème du changement climatique, et malgré l'accord de Paris, on n'a toujours pas trouvé de solution du tout. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les citoyens s'engagent à tout point de vue, au quotidien, ou même s'engagent politiquement, et pour ça il faut leur permettre d'avoir les informations sur l'état du monde et sur les solutions possibles, et ça c'est pratiquement que grâce aux scientifiques qu'on peut accéder à ces connaissances-là. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas aussi intégrer plus la science dans les processus de décision ? Ça, c'est scientifique. Oui, bien sûr, mais ça c'est à double tranchant aussi. C'est-à-dire que il faut pas non plus tomber dans le scientisme. Il faut garder en tête que c'est important aussi d'avoir des décisions qui prennent en compte des considérations morales, éthiques, etc. Parce que quelque part, on est des humains aussi, hein, donc parfois une donnée qui a l'air objective peut nous paraître absolument objective et donc rationnelle, etc., peut nous paraître meilleure, mais éthiquement, ça nous pose un problème. On se dit, c'est pas juste, ce n'est pas cette société-là qu'on veut avoir. Et intégrer plus de science dans les processus de décision, oui, mais il faut aussi ne pas être biaisé par rapport à quelle science on va plus écouter que d'autres, parce que par exemple, si les politiques écoutaient autant les sociologues que les économistes, par exemple, on aurait probablement des lois un peu différentes, parce que les sociologues n'ont pas forcément le même regard sur certaines évolutions économiques que les économistes. De même, dans l'environnement, les écologues n'ont pas forcément le même regard que les économistes sur la croissance des émissions de gaz à effet de serre, vu qu'elle est liée à la croissance économique, la croissance du PIB mondial. Ces informations-là ne sont pas interprétées de la même manière. Alors, si on regarde uniquement, par exemple, la science économique, et que les économistes nous disent le PIB mondial repart à la hausse, la croissance mondiale repart à la hausse, c'est une excellente nouvelle, continuons
comme ça, et que des spécialistes de la biodiversité nous disent à côté, ou des climatologues nous disent à côté, attention, non, 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 c'est pas une bonne nouvelle parce que ça augmente le changement climatique, ça continue d'alimenter la 6e extinction de masse, eh bien, il faut qu'on les écoute aussi et qu'on ne soit pas complètement concentré sur les discours économiques, par exemple. Y aurait-il possibilité, bon ça c'est une idée que je viens d'avoir là maintenant, on va y aller, de rendre la science peut-être plus autonome par rapport à l'environnement dans lequel elle évolue, c'est-à-dire peut-être ce qu'on pourrait pas penser, une science peut-être plus auto-financée ou ce genre de choses, peut-être plus citoyenne, je sais pas. Ah bah ça, si on changeait complètement de régime politique, peut-être. Mais là, aujourd'hui, dans l'état... C'est très naïf, hein, ce que j'ai dit. Oui, c'est-à-dire que dans l'idée, pourquoi pas. Mais je pense que ça existe déjà. J'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que ce serait pas du tout aberrant que ça existe déjà. Des projets de recherche scientifique avec des financements participatifs qui permettent à des citoyens de n'importe où dans le monde ou d'une région ou d'une localité d'aider le financement d'une recherche scientifique. Et ça pourrait être intéressant que ça se généralise d'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'il faut pas non plus que ce soit toujours aux citoyens de mettre la main à la poche. Parce que voilà, mais ce serait intéressant. Maintenant, attends, on en était où à la question là ? On en était à une science... Ah oui, qui serait un peu plus indépendante de son contexte. Mais je pense que ça ne sera pas possible. Dans l'idéal, on peut rêver de ça, mais ça ne sera jamais possible parce que la science, elle est faite par des humains qui vivent dans un monde social et politique, et ça sera toujours le cas. Même avec un système politique parfait qui correspond complètement à nos idéaux, à toi et à moi, la science, ou en tout cas le développement des recherches scientifiques et tout, sera aussi complètement lié à ce contexte-là. Même si nous, on pourra considérer que c'est une évolution positive, mais on ne pourra pas dire que la science sera déconnectée de son contexte politique. Je me suis peut-être mal exprimé, je vais peut-être plus dire plus autonome, on va dire. Même, je pense pas que ce soit possible. Je pense pas que ce soit possible. De toute façon, les scientifiques eux-mêmes ou les gens qui décident de l'avenir des projets scientifiques, etc., s'inscrivent aussi complètement dans leur contexte politique et social. Ils sont complètement influencés par les idéologies dominantes de l'époque et de l'endroit où ils se trouvent, et ça pourra jamais être complètement déconnecté. Alors peut-être que ça pourrait, dans un autre système politique, être plus autonome de certains intérêts économiques, etc. Mais si ça s'écarte des intérêts économiques et industriels, ça se rapproche peut-être des intérêts du pouvoir étatique et du pouvoir politique, sauf si peut-être on est dans un monde anarchiste avec d'autres manières de construire ce genre de décisions-là. Mais c'est très très compliqué, je pense. Je pense que dans l'idéal, on peut se dire... J'ai lu ça, des gens qui disaient que une fois que la science serait enfin complètement séparée du monde politique, tout ira bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les sciences sociales, d'ailleurs, n'ont pas besoin de développer énormément pour prouver que, de toute façon, la science, c'est fait par des humains. Et les humains, ils vivent dans des sociétés. Et de toute façon, ces sociétés-là influencent les humains. Et ces humains, en prenant leurs décisions de recherche scientifique, sont complètement influencés par ces sociétés-là, par les idéaux de ces sociétés-là, par les priorités qui dépendent de leurs valeurs et de leurs idéologies, etc. Donc, c'est pas possible. D'accord. Désolée. C'est noté. C'est noté. Qu'est-ce que tu voudrais faire partager comme idée aux jeunes qui voudraient être, en tout cas se lancer dans des carrières scientifiques? Comment toi tu leur... Ah mais moi je pense que c'est hyper important de rappeler qu'il faut rester humble, vraiment, 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 parce qu'il y a pas mal de gens en faisant de la science, je ne sais pas pourquoi, mais à qui la science donne un sentiment de puissance. Comme si ils avaient toute la connaissance du monde au bout de leurs doigts, et comme si l'objectivité et la méthode scientifique pouvaient leur permettre d'absolument tout comprendre et de prendre absolument des décisions absolument rationnelles en tout temps, et que ces décisions soient les meilleures d'ailleurs qu'ils puissent tout le temps prendre. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment rester humble dans son approche à la science.
rester humble par rapport à ce que la science nous offre et peut nous offrir, rester humble et garder en tête les limites de la méthode scientifique, les limites humaines par rapport à l'objectivité. Et donc forcément, j'encouragerais les gens à faire de la science comme ils le peuvent, mais rester critique envers la science. Même si je trouve que c'est quelque chose de formidable, il ne faut pas l'idéaliser non plus, il ne faut pas la changer en idéologie. De toute façon, on ne peut pas complètement s'extraire des idéologies, mais il faut quand même rester critique. C'est toujours difficile d'être conscient qu'on a des idéologies, mais d'avoir un esprit critique dessus aussi, c'est une position un peu inconfortable, mais vraiment nécessaire, je pense. Ok, merci beaucoup Alexandra d'avoir accepté notre interview et puis bonne continuation. Merci, à très vite.